Lundi 2 janvier 2017, deuxième jour de la nouvelle année, deuxième jour également de liberté pour les quelques 3000 graciés. Dans son discours de fin d'année, le président de la République a annoncé la libération de 2942 prisonniers de droit commun. Qu'en pensent les Ivoiriens? On en parle dans ce journal. Fini les fêtes de fin d'année, la reprise c'était ce lundi matin, reprise timide après de longues nuits chaudes et ces mets copieux qui ont constitué le menu cette semaine. Comment les Ivoiriens ont-ils abordé ce deuxième jour de l'année? On en parle également. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, et ses nombreuses réformes entreprises pour la relance du cinéma auront valu cet honneur au pays. Et puis Théodorin Obiang, le fils du président équato-guinéen poursuivi pour bien mal acquis, il est accusé de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable. L'audience a été consacrée aujourd'hui à la demande des avocats. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Le président de la République, dans son adresse le 31 décembre dernier, s'est penché sur la cause des jeunes en Côte d'Ivoire. Davantage d'actions seront menées pour l'emploi jeune dans le pays, c'est ce qu'il a dit. Je vous propose de revenir sur ce point du discours du chef de l'État. Chers jeunes Ivoiriens, nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez avoir des emplois, en vue d'apporter votre pleine contribution au développement de notre pays. Croyez-moi, la création d'activités génératrices de revenus pour vous, les jeunes, demeure ma priorité. Les emplois créés en 2016, au nombre de 600 000 environ, constituent des résultats tangibles qui nous encouragent à redoubler d'efforts. Nous continuerons activement de lutter contre le chômage des jeunes, car notre économie a besoin de votre dynamisme et de votre créativité. Un accent particulier sera mis sur la formation professionnelle et l'auto-emploi. Nous mettrons également en œuvre des mesures incitatives afin que le secteur privé s'engage plus résolument en faveur de cette grande cause nationale qu'est l'emploi des jeunes. Par ailleurs, l'année 2017 verra se renforcer la transformation de notre économie. Les discussions que nous venons de conclure avec les principaux acteurs dans les secteurs du cacao et de l'anacarde vont permettre une plus grande transformation locale de ces matières premières et la création de milliers d'emplois. Lundi 2 janvier 2017, deuxième jour de la nouvelle année, deuxième jour de liberté également pour les quelques 3000 graciés. Dans son discours de fin d'année, le président de la République a également annoncé la libération de 2942 prisonniers de droit commun. Le chef de l'État leur a accordé la grâce présidentielle. Qu'en pensent les Ivoiriens? Qu'est-ce que la grâce présidentielle? Élément de réponse dans ce reportage signé Alexis Ouedraogo. Je pense que la grâce présidentielle est quand même bien parce que c'est bien de donner une nouvelle chance à tout un chacun. Tout le monde a droit à une seconde chance. J'espère vraiment qu'ils pourront se ressaisir. Pour les prisonniers de droit commun, c'est bon, mais bon, pour les grands bandits, je pense qu'ils ne font pas partie. S'ils ne font pas partie, c'est tant mieux. C'est une bonne initiative. Une chose est d'annoncer la grâce présidentielle et une autre chose est de réinsérer ces prisonniers-là dans certaines activités qui leur seront bénéfiques et pour ne pas encore replonger dans les mêmes choses. Mais sinon, toutefois, c'est bon. Que Dieu le bénisse et voilà. Que Dieu bénisse aussi les prisonniers. Si les fautes ne sont pas assez graves et qu'ils ont peut-être changé, on peut les libérer pour moi. Mais il ne faut pas libérer aussi de grands bandits, ce genre de choses, pour ne pas que ça crée d'autres problèmes. Le décret de grâce désigne un certain nombre d'infractions pour lesquelles les personnes condamnées ne peuvent pas bénéficier de la grâce. Il s'agit principalement des crimes de sang, des infractions militaires, des vols aggravés et des infractions contre la vie, c'est-à-dire les meurtres, les assassinats, les viols et autres. Toutes les personnes condamnées pour ces infractions ne peuvent pas bénéficier de la grâce. Par contre, bénéficient de la grâce tous les autres condamnés dont la condamnation est devenue définitive. C'est-à-dire que toutes les voies de recours ont été exercées ou les délais de recours sont expirés.
Il s'agit des vols simples, des petites infractions, des infractions contre les biens, notamment les abus de confiance dont le montant ne dépasse pas 25 millions de francs et toutes les autres petites infractions. Principalement, c'est pour les délinquants jugés pas trop dangereux qui sont à leur premier fait et autres. Comment s'active cette grâce? Quel est le processus? Bien, le processus se décrit en 4 étapes. Il y a d'abord l'établissement des listes, la vérification des listes par le juge d'application des peines et les procureurs de la République, l'établissement des ordres de mise en liberté et puis enfin la mise en liberté elle-même. Les familles n'ont aucune intervention à faire. C'est un décret signé par le président de la République. Les personnes qui sont chargées d'exécuter ce décret sont connues, le ministre de la Justice et ses services, notamment le procureur de la République, les régisseurs des maisons d'arrêt. Et ces régisseurs sont outillés sur la base du décret pour établir les listes des personnes bénéficiaires sous le contrôle des juges d'application des peines et du procureur de la République. Donc, aucune personne extérieure n'a à intervenir, encore moins à payer quoi que ce soit pour bénéficier de la grâce. La grâce est une mesure de clémence, elle n'est pas donc payante. Fini les fêtes de fin d'année, la reprise c'était ce lundi matin, reprise timide après de longues nuits chaudes et ces mets copieux qui ont constitué donc le menu cette semaine. Comment les Ivoiriens ont-ils abordé ce deuxième jour de l'année 2017? Quelle était l'ambiance dans l'administration? Nos reporters ont promené leurs caméras dans les différents lieux de service. Regardez. Lundi 2 janvier 2017, lendemain du Nouvel An, est jour ouvrable. Un communiqué officiel l'avait annoncé, mais ce lundi, il est 8h30. Les rues sont vides et s'apparentent à un jour férié. Le trafic, habituellement très dense, surtout au niveau du boulevard Lagunaire, présente aujourd'hui un tout autre décor. Dans l'administration, les bureaux sont à moitié occupés s'ils ne sont pas vides. Je suis ici pour un rendez-vous de dossier, mais j'entends pour l'instant, le monsieur en question même n'est pas encore arrivé. Les lendemains de fête étant synonyme de fatigue et bien d'autres, certains y trouvent un prétexte pour ne pas se rendre au travail. La reprise est un peu timide, certainement qu'il y a beaucoup qui ont voyagé. Sinon, tout le monde sait que lundi n'est pas férié. Aujourd'hui, lundi, ce n'est pas férié, donc tout le monde doit être au travail. C'est pour ça que j'ai décidé de venir aujourd'hui. Après la fête, c'est vrai qu'on est beaucoup fatigués, mais que chacun quand même occupe son poste tranquillement. Et puis voilà, la vie continue après la fête. Au ministère chargé de l'économie et des finances, comme tous les lundis, c'est la réunion de cabinet. Le ministre lui-même est présent pour donner l'exemple. Nous avons fêté hier, mais comme aujourd'hui le devoir nous appelle, nous sommes là, à nos postes. Nous sommes 4 secrétaires. Les 4 secrétaires sont là. Nous disons que les fêtes, d'accord, mais le travail aussi, parce que c'est le travail qui soutient les fêtes aussi. En attendant, Abidjan sort peu à peu de son sommeil après 2 jours de fête, espérant que demain, tous les services reprennent effectivement leurs activités. Voilà, et Sita Soro signe ce reportage. Des ex-pirates en informatique reconvertis en spécialistes de sécurité informatique. Ils se sont donnés pour mission de lutter contre la cybercriminalité et ils ont le soutien du ministre de la Poste et de l'économie numérique. Rencontre ce matin dans la commune de Cocody, rencontre suivie par Astou Touré. Lancer un appel aux jeunes de Côte d'Ivoire pour se former et travailler positivement. C'est l'objectif que veut atteindre l'Association internationale de recherche en sécurité informatique, ISRA. L'ISRA est une plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Elle est composée d'anciens pirates informatiques communément appelés hackers. Security Day, c'est un événement qui est organisé depuis l'année 2011. C'est un événement qui fait de la sensibilisation sur les problèmes de sécurité informatique, les problèmes de cybercriminalité, en mettant en scène ceux qui sont les premiers acteurs, c'est-à-dire ceux qu'on appelle généralement des hackers ou des cybercriminels. C'est eux-mêmes qui viennent présenter les technologies qu'ils utilisent, qui viennent présenter leurs secrets, qui viennent présenter tout ce qu'ils font. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné, a félicité et encouragé cette initiative. Pour lui, la cybercriminalité n'est pas une option et la Côte d'Ivoire est suffisamment dotée de moyens pour neutraliser toute personne s'adonnant à cette pratique. Le dispositif est pratiquement infaillible. Et nous sommes les premiers à regretter que de plus en plus de jeunes, malheureusement, ne le comprennent pas et tombent dans les pièges. Ce dispositif, aujourd'hui, c'est les textes réglementaires qui ont été pris, mais c'est également
les structures qui ont été mises en place, avec la PLCC d'une part, la DITT, le CI certes, toutes ces structures collaborent et toutes ces structures collaborent avec les structures de transfert d'argent. Nous apprécions le fait qu'ils s'inscrivent désormais dans une posture positive. Security Days a été initié en 2011 en vue d'aider la population à s'outiller contre l'arnaque. Les initiateurs de cette plateforme entendent également œuvrer à la sensibilisation et à la formation des hackers en vue d'une reconversion totale. La zone industrielle de la ville d'Aboisseau va accueillir sa première usine. Elle sera située dans le village d'Assouba. Il s'agit d'une usine de fabrication et de distribution d'articles hygiéniques. Les travaux de construction de l'usine ont démarré. Coût global de l'investissement environ 4 milliards de francs CFA. Mama Traoré. Une pose de première pierre, juste pour le symbole, car les travaux ont démarré depuis près de 3 mois déjà. À terme, ce chantier accouchera de la première unité de production et de distribution en terre ivoirienne de la société d'articles hygiéniques, un groupe industriel tunisien. Le projet sera réalisé sur un terrain de 25 000 m². La première phase consiste à construire 4 000 m² couverts et la mise en place d'une machine de fabrication des couches pour bébés. Au démarrage, l'effectif de la société sera de l'ordre de 80 personnes et dépassera à terme les 300 personnes. D'un coût d'environ 4 milliards de francs CFA, l'ouvrage sera opérationnel dès juin 2017. C'est la première usine à s'installer dans la zone industrielle aménagée par l'État dans le village d'Assouba, près de la ville d'Aboisseau. C'est une zone qui va faire à peu près 90 hectares et donc ça va s'aménager par phase en fonction de l'installation des entreprises. Ici, on est à peine à 100 km du port d'Abidjan. Il y a de bonnes voies de communication, les routes sont très bonnes. Nous sommes confiants que l'unité qui s'installe ici va permettre de développer d'autres unités industrielles ici dans ce département. On se rend compte que la vision du développement du président Alassane Ouattara se traduit véritablement sur le terrain au niveau des collectivités décentralisées, communes et conseils régionaux. C'est ce qui nous reconforte. Symbole de décentralisation, mais également de coopération fructueuse entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie, un pays qui compte à ce jour une quarantaine d'entreprises opérant en Côte d'Ivoire. Un incendie s'est déclaré en début de soirée aujourd'hui à la société ivoirienne de raffinage CIR. L'incendie qui a été maîtrisé par les équipes de sécurité de la CIR et les sapeurs-pompiers. Selon les responsables de la CIR, eh bien, la cause est une fuite d'hydrogène intervenue à 17h15. Notez qu'aucun blessé et aucune perte en vie humaine n'ont été enregistrées. Aviculture traditionnelle, une activité de plus en plus présente dans la région du Poro. Le poulet et la pintade sont beaucoup prisés dans cette région. La ville de Korogo compte une quinzaine de fermes où l'activité était justement intense en cette fin d'année. Charles Tatou. Korogo, comme dans toutes les régions du Nord, l'environnement convient à l'aviculture traditionnelle. L'élevage du poulet et de la pintade est dans les habitudes des paysans. Mais les deux volailles ont chacune une particularité. Le poulet traditionnel a une importance culturelle, économique et sociale. Dans le pays Sénoufo, le poulet est beaucoup utilisé lors des consultations chez les féticheurs, les marabouts, et cela se passe beaucoup au niveau de la couleur. La couleur rouge est beaucoup appréciée parce que lié beaucoup au pouvoir mystique. Le poulet traditionnel représente une arrière-garde pour le paysan qui, en cas de difficulté, fait recours à la basse-cour pour pouvoir régler ses problèmes. Le poulet est beaucoup utilisé aussi dans les mariages. Dans le Poro, la viande du poulet est consommée par les moins nantis, surtout en période de fête, par exemple en Noël et le jour du Nouvel An. Compte tenu du coût des pintades, surtout en période de fête, vraiment les prix sont très élevés. On préfère se rabattre sur les poulets, où les prix sont un peu accessibles. Quant à la pintade, elle est beaucoup prisée par rapport à la succulence et à la croyance. La pintade, quand tu la prépares
il y a la vitamine et puis il y a la chance aussi. Nous les pauvres, c'est nous qui mangeons uniquement que le poulet. Une fois que tu es riche et puis tu ne manges pas pentade là, tu manges poulet, tu deviens plus bas encore. Ta richesse devient plus bas. Voilà, c'est pour ça que les gens mangent pentade. Aujourd'hui, la tendance commence à être renversée en faveur de la volaille moderne, du fait du développement de la ville de Korogo. Une opportunité, il y a la demande est énorme avec les restaurants qui se multiplient, les hôtels, même les brasseries. Donc c'est vraiment une opportunité pour celui qui veut se lancer dans l'élevage moderne. Le département de Korogo enregistre pour l'instant une quinzaine de fermes de poulets. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Ces nombreuses réformes entreprises pour la relance du cinéma lui auront valu cet honneur. La Côte d'Ivoire se prépare donc pour le FESPACO où elle entend bien montrer son savoir-faire en matière de cinéma. Isaïo. Pour ce 25e rendez-vous du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, prévu du 25 février au 4 mars prochain, la Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur. Les raisons qui ont amené le Burkina à porter le choix sur la Côte d'Ivoire a structuré et continue à structurer le domaine du cinéma, avec notamment, tout le monde le sait, l'opérationnalisation de l'Office national du cinéma, la montée en puissance du Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, le FONSIC, et également toutes les lois et tous les règlements qui sont en train d'être pris pour professionnaliser le secteur. Ajouter à cela tout ce que le bureau a fait pour que les droits des créateurs soient protégés. Et nous travaillons pour que notamment les acteurs, les comédiens puissent être de plus en plus payés à la mesure de leurs talents. La Côte d'Ivoire, qui veut jouer le premier rôle dans ce secteur en Afrique, multiplie les réformes et donne les moyens aux producteurs à travers l'Office national du cinéma, ONACCI. Au vu de ses productions, elle entend faire mieux que de la figuration cette année. Il y a un peu plus d'une cinquantaine de productions ivoiriennes dans toutes les sélections qui seront donc à Ouagadougou. C'est donc dire que quantitativement, je vais ajouter à cela qualitativement, la Côte d'Ivoire sera très visible, très présente, avec beaucoup d'appétit à ce rendez-vous du cinéma et de l'audiovisuel. Fosseni Dambélé réitère la volonté du gouvernement à aider davantage les cinéastes afin de permettre au 7e art ivoirien d'être parmi les meilleurs du continent. La Côte d'Ivoire a déjà glané 2 étalons d'or au FESPACO depuis sa création en 1969. Le premier en 1981 par Lansine Kramo Fatika avec le film Djeli et le second en 1993 par Roger Nwambala avec Au nom du Christ. Le lancement du FESPACO à Abidjan aura lieu le 5 janvier prochain. Et on reste au Burkina Faso, pays organisateur donc du 25e FESPACO. Le pays a célébré le 11 décembre dernier le 56e anniversaire de son accession à l'indépendance. La célébration officielle à Banfora, chef-lieu de la région des Cascades. La Côte d'Ivoire y était également à l'honneur. Kader Sogodougou. Banfora, chef-lieu de la région des Cascades au Burkina Faso. Le décor nous plonge dans la célébration de l'anniversaire de l'indépendance du pays, le 56e du genre. Pour cet événement exceptionnel, un invité d'honneur, la Côte d'Ivoire, représentée par les autorités administratives, politiques, religieuses, coutumières et des opérateurs économiques de la région du Tchologo. Une délégation forte de 34 personnes, conduite par le préfet Cyril Ambroise Diomandé. Une invitation selon Léontine Zagré, gouverneur de la région des Cascades, qui est le fruit des bonnes relations entre les deux pays. Une action très appréciée par la forte délégation ivoirienne. Un défilé militaire et une visite de stand ont clôturé cette présence ivoirienne en terre burkinabé. On parlait cinéma tout à l'heure, du cinéma au théâtre, il n'y a qu'un seul pas. Je vous propose donc de le franchir pour nous intéresser à l'état de santé du théâtre ivoirien. Comment se porte-t-il? Eh bien, la clôture du programme national de relance du théâtre a été l'occasion d'interroger les différents acteurs sur le sujet. Ils étaient donc au micro de Franck Quadio. RM Kono, ou En attendant le bonheur, une pièce de Diego Bailly mise en scène par Sidiri Bakaba. Des acteurs sur scène, sur les écrans ou en salle,
ce type de spectacle, le théâtre, se fait de plus en plus rare. Bon, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, le théâtre, on ne voit pas tout. Maintenant, le théâtre n'est pas trop présenté à la télévision. On voit particulièrement les films, des comédiens. C'est que le théâtre, dans son essence même, semble-t-il, n'attire plus. Car Daniel est un acteur de séries télé bien connu. Sa base, ce sont les planches, mais il comprend les raisons de la désaffection du public ou encore de la faible production théâtrale. Le manque de salles, de spectacles, mais surtout les nouveaux médias. Dans les quartiers, dans toutes les communes, il y avait des troupes de théâtre. Mais aujourd'hui, tout cela a disparu. Tout cela a disparu. Et puis ensuite, il y a eu l'avènement de la vidéo, de la télévision, des téléfilms. Et il a disparu du milieu des activités culturelles et artistiques en Côte d'Ivoire parce qu'il est délicat, le théâtre. Il ne se joue pas n'importe où. Il faut une salle, il faut une commodité. Apprendre son test, le travail de diction, le contrôle du souffle, pas évident. Pour moi, le théâtre, c'est la mère de tous les arts, quoi. Et c'est la mère, même on peut dire, du cinéma, parce qu'au théâtre, on apprend tout. Des férus de théâtre et passionnés, il y en a qui, dans l'ombre, abattent un travail de fourmi. Mais que de difficultés. C'est compliqué. Le premier problème ici en Côte d'Ivoire, d'abord, c'est que les gens ne s'intéressent pas véritablement au théâtre. Nous créons parce que nous avons la passion du travail, nous aimons ce que nous faisons comme métier, mais il faut dire que l'État ou encore le ministère de la Culture peut encore faire beaucoup d'efforts sur ce plan-là, aider les jeunes que nous sommes à créer. Mais pour une relance efficace de cet art, il faut que les jeunes aujourd'hui s'y intéressent. Et sur la question, ce n'est pas gagné. Chaque jeune qui m'approche me parle de cinéma. Je veux faire du cinéma. Je veux faire du cinéma. Mais le cinéma prend ses racines dans le théâtre. Mais pourquoi on est si pressé? Pourquoi on veut devenir tout de suite star? Et pourquoi refuse-t-on de travailler? Vous allez aujourd'hui dans les pays ayant une véritable industrie culturelle, vous verrez qu'à la base du 7e art, il y a d'abord un certain type d'art, le théâtre. Et cependant de mise, pour susciter l'engouement, il faut rapprocher le théâtre de la masse. La tutelle a donc lancé, il y a 6 mois, le programme de relance du théâtre ivoirien. 10 compagnies ont sillonné plusieurs localités du pays. Un projet auquel adhère Diallo Tikwaï Vincent, un doyen des planches en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le théâtre revient parce que nous avons essayé d'adapter ce théâtre-là aux espaces existants. Et à partir de ce moment-là, les Ivoiriens ont commencé à revenir au théâtre et je suis un témoin privilégié. Organiser une tournée dans les régions, dans 10 régions. Et ces 10 régions ont reçu une dizaine de troupes pour une vingtaine de spectacles. Et j'avoue qu'il y a un public pour le théâtre. La saison théâtrale 2016 achevée au mois de décembre, l'idée était d'inculquer de nouvelles habitudes théâtrales aux populations. Cela passera en 2017 par le volet éducatif. Le ministre a commencé avec le ministère de l'Éducation nationale à mettre en place une politique qui permet aux enseignants que nous formons en théâtre d'aller enseigner le théâtre à l'école. Nous allons vers les déscolariser aussi. La relance du théâtre par approche méthodique reste la question des infrastructures. L'État envisage la création de salles polyvalentes et entend étendre sa vision. Pour 2017, c'est une opération qui va s'accentuer. Le ministre en a fait la promesse aux opérateurs du secteur. Un budget de 30 millions voire plus consacré à la question 2016. Les acteurs des planches ont les yeux rivés sur les nouvelles résolutions. Les spectateurs jadis passifs n'attendent que les spectacles pour se muer en public averti, prêt à débourser de l'argent pour voir une bonne pièce théâtrale. Du mouvement également dans le monde de la mode, les meilleurs mannequins africains et de la diaspora ont été récompensés. C'était au cours de la 7e édition des Awards du mannequinat africain. Les stars d'été et leur génération, c'est le thème retenu pour cette 7e édition. Citasoro. Les Awards du mannequinat africain, cérémonie de distinction des meilleurs mannequins du continent et de sa diaspora. Cette cérémonie est à sa 7e édition. Selon son commissaire général, le mannequin Fatim Sidimé, les Awards du mannequinat africain visent à promouvoir et à valoriser le mannequinat.
Ce sont 22 trophées qui ont été décernés dans différentes catégories, notamment les seniors, les majors, la génération actuelle et la diaspora. J'ai pu recevoir ce prix et je suis très honoré. Et là, je me dis que j'ai encore pas mal de boulot à faire et je suis vraiment comment dire, boosté. C'est un métier de passion. Déjà, il faut le faire en Afrique par passion. C'est un métier qui apporte beaucoup, qui donne de l'assurance, qui permet de pouvoir s'exprimer à travers, même s'il y a du monde. Et donc, tous ceux qui veulent embrasser ce métier, je leur dis d'y aller, de foncer. Pour la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, marraine de la cérémonie, le métier de mannequin est en phase avec l'esprit d'entrepreneuriat prôné par son ministère et au-delà, par le gouvernement ivoirien. Cette activité permet aux jeunes Ivoiriens, aux jeunes Africains de faire montre de leur talent et en même temps de gagner leur vie à travers le mannequinat. C'est pour dire que le gouvernement salue cette initiative, soutient tous ces acteurs de ce secteur-là. Les Awards du mannequinat africain 7e édition a également vu la participation de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ramata Ali Bakayoko, et celle de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Mariatou Kone, ainsi que de nombreuses personnalités du monde de la mode. Théodorin Obiang, le fils du président équato-guinéen, poursuivi pour bien mal acquis. Il est accusé de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable. L'audience a été consacrée principalement à la demande des avocats du fils du président de la Guinée équatoriale qui veulent donc un délai pour préparer sa défense. On en parle avec Michel Digré. C'est le premier procès en France dans l'affaire des biens mal acquis. Théodorine Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale, est accusé de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable. Il a demandé lundi par la voix de l'un de ses avocats le report de l'audience. Monsieur Nguema, comme tout le monde le sait, habite en République de Guinée équatoriale. Par conséquent, il y a des délais prévus par le Code de procédure pénale français pour faire comparaître les gens. Ces délais n'ont pas été respectés. C'est la raison pour laquelle nous allons demander le renvoi. Pas de manière dilatoire, pas du tout, parce que M. Nguema ne craint pas du tout ce procès. Il a un certain nombre d'éléments à faire valoir, tant sur le plan des faits que sur le plan du droit. L'enquête ouverte par des plaintes des associations SERPA et Transparency International a mis au jour le patrimoine considérable de Théodorine Obiang. Il s'agit en autres bien d'un immeuble avenue Foch dans l'un des quartiers les plus huppés de Paris, estimé à 107 millions d'euros et de plusieurs voitures de luxe. C'est à la fois la fin d'une culture d'impunité, même s'il y a encore des obstacles, et puis ça marque aussi la fin d'une espèce de culture de résignation et de fatalisme dans laquelle était une partie des opinions publiques africaines en disant on ne pourra jamais s'en défaire. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est une étape importante. Théodorine Obiang est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. Le groupe État islamique a revendiqué ce matin l'attentat commis à Bagdad. L'attaque a fait au moins 32 morts au moment où le président français François Hollande effectue une visite à Mossoul, la capitale irakienne, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la lutte conjointe contre Daesh. Les diplomates russes expulsés des États-Unis ont regagné leur pays. Ils ont été accueillis chaleureusement. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné que l'on invite les enfants de ces diplomates à faire la fête du Nouvel An lors d'une soirée au Kremlin. Vladimir Poutine qui a également invité les enfants des diplomates américains à participer à ces festivités de fin d'année en toute réponse à Washington. Et puis l'année 2016 est dite année plus meurtrière que jamais pour les migrants africains en Méditerranée. Plus de 5000 morts selon l'ONU. Cela représente 20 décès par jour, un plafond jamais atteint depuis des dizaines d'années. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même heure.